Bonjour à toutes et à tous, je suis Hélène Aguilar et vous écoutez Où est le beau, un podcast engagé qui souffle un vent nouveau sur le design, l'architecture et l'art. Ici, vous découvrirez les univers de mes invités d'une manière hyper intimiste. On parle de leur travail, de ce qui les anime, on se questionne sur cette notion du beau. Qu'est-ce que ça signifie d'imaginer, de créer de beaux objets, de beaux intérieurs aujourd'hui, avec les challenges qui sont les nôtres, notamment environnementaux. Et si vous nous rejoignez pour la première fois, alors bienvenue. Et venez aussi découvrir le beau sur Instagram, c'est là que je suis le plus active. Bonne nouvelle, pour celles et ceux qui souhaiteraient découvrir tous les épisodes de Où est le beau en exclusivité, dès le mardi, donc 48 heures avant tout le monde, je vous donne rendez-vous sur le site de Elle.fr, dans la rubrique Elle Décoration, et sur les applications iOS et Android de Elle. Bonjour Pauline. Bonjour. Je suis hyper contente de te recevoir sur Où est le beau. Pour moi, tu fais partie de cette jeune génération de designers engagés qui est en train de bouleverser les codes et de nous montrer un nouveau chemin pour le design. Donc, toi, tu réexplores un petit peu les matières brutes avec une sensibilité incroyable. Et je trouve qu'avec ton travail, tu incarnes vraiment les nouveaux récits positifs sur ce qui va se passer dans le futur pour nos objets. Moi, j'ai découvert sur Instagram avec une très belle moquette. Et en fait, ce que j'aime, c'est que tu nous amènes à changer notre regard sur les matériaux parce qu'en fait, nos sens sont troublés quand on regarde tes collections. On rattache ce qu'on voit et ce qu'on sait un petit peu des matériaux qu'on connaît déjà, alors qu'en fait, toi, tu viens nous surprendre en détournant et surtout en revenant au côté très, très brut, primaire de ces matériaux pour les travailler autrement. Et du coup, tu leur donnes en fait un aspect qu'on n'a jamais vu. Et donc, en fait, pour revenir à cette banquette, tu nous en reparleras, mais on pouvait vraiment penser que c'était de la laine, quelque chose d'animal, et en fait, cette collection était entièrement en fibre de lin. Et c'est hyper beau. On mettra des photos sur Instagram. Alors, on en parle beaucoup dans ce podcast. C'est vrai que quand on voit aujourd'hui des challenges environnementaux qui sont les nôtres, on peut pas être insensible. Aujourd'hui, la donne a changé. On sait que la question des ressources est au cœur des sujets. C'est quoi, toi, ton regard sur notre époque en tant que designer par rapport à ça ? Je pense qu'il y a deux choses qui sont assez importantes à valoriser de la part d'un designer concernant notre environnement. C'est à la fois une approche vraiment sensible, matérielle. Je crois qu'en ce sens, je suis presque un peu matérialiste, mais voilà, j'ai un attachement vraiment très fort aux matières, à la physicalité en fait de ce qui nous entoure. Et je pense que c'est très très important de valoriser ça. Et à la fois de valoriser le contexte, c'est-à-dire quel est l'environnement d'une certaine matière, quelles sont effectivement les ressources, quels sont les acteurs qui vont transformer cette ressource et comment effectivement essayer d'avoir une pratique, disons, plus vertueuse du design ou en tout cas qui s'évertue à vraiment considérer cette partie-là de contexte en fait, d'avoir une approche vraiment matérielle et en même temps contextuelle. Et quand tu dis contextuel, du coup, c'est par rapport aussi à un territoire, du coup ? Oui, ouais. L'échelle locale, moi en tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur, c'est de voir d'où vient une matière et de rester très proche d'elle. En fait, c'est aussi ce qui amène de très bonnes surprises. Ouais. Et c'est vraiment important d'avoir effectivement de regarder ce qu'il y a autour de cette matière et de profiter de ce terrain-là. Ça nécessairement crée des ponts qui sont inattendus, des rencontres qui peuvent mener encore plus loin dans la pratique d'un artisan qui va se mettre à utiliser cette matière. Donc il y a vraiment un enjeu de puzzle à l'échelle d'un territoire, effectivement, et d'une approche locale. Ouais, donc c'est des ressources et aussi des personnes qui évoluent sur ce territoire avec un exploitant, mais aussi les artisans. Enfin voilà, c'est tous ces liens que tu vas créer autour de ça et apporter peut-être aussi un regard nouveau. Complètement. C'est l'idée de vraiment d'avoir que moi je travaille avec des agriculteurs autant qu'avec des usines qui vont faire des couettes, avec une tapissière, un menuisier, des gens qui font du peignage de lin, enfin voilà, et tout ça dans un périmètre de 50 km. Et à côté des champs où la plante pousse aussi, donc on peut très bien aller dans les champs, voir la croissance de cette fibre, qu'est-ce que va donner la récolte, en discuter. Enfin, c'est vraiment de dézoomer à l'échelle de ce territoire et à l'échelle aussi de cette matière dans son existence à l'international et quels sont les enjeux
d'importation, d'exportation, quel est le système qui existe autour de cette matière et comment le rendre plus vertueux ou essayer qu'il n'y ait pas de gâchis nulle part en fait aussi, qu'il n'y ait pas de... Enfin, ça n'a aucun sens d'envoyer une matière à l'autre bout du monde et de la réimporter si on peut la transformer localement. Et ça, tu penses que le souci de la transformation, enfin là, c'est peut-être aussi par rapport au tissage ou des choses comme ça, c'est parce qu'on a perdu aussi des savoir-faire ou parce qu'en fait, il y avait pas de... Enfin, tu penses que c'est un problème juste de coût ou alors il y avait aussi... En fait, dans le cadre du lin, c'est très intéressant parce que il y a eu vraiment un désintérêt total pour le lin à une époque où les matières synthétiques sont apparues. Donc, il y a eu vraiment d'abord un intérêt pour le coton, pour les matières synthétiques. Pardon, je te coupe, mais pour recontextualiser un peu, parce qu'on n'est pas spécialiste du lin dans ce podcast, mais ça pousse où du lin Alors, le lin, en fait, grandit essentiellement en Normandie. Okay. C'est 80% de la production mondiale, donc... En France ? Oui. Okay. C'est vraiment dans la Normandie même. Donc, il y a des petites productions après aux Pays-Bas et en Belgique, mais le territoire normand, du fait du sol, de la météo, etc., donne un excellent lin, un excellent rendement en termes d'hectares aussi, et du coup fait de la terre, c'est vraiment la terre de prédilection du lin. Et de là, en fait, la fibre grandit, elle est ce qu'on appelle taillée. Donc la filière de taillage, c'est l'extraction de la fibre. On passe de la plante à la fibre, qui ressemble un peu à des cheveux, si on veut. Okay. Et de là, quasiment tout est exporté en Chine, aussi en Inde, pour être transformé. Donc c'est là où il y a eu tout un développement autour du peignage, de la filature, du tissage, et ça revient en fait, c'est réimporté sous forme de fils ou de produits manufacturés, etc. Et donc ce qui est très ambivalent, c'est que la Chine a vraiment été importante à un moment où elle s'est intéressée au lin quand personne d'autre le faisait. Et d'un autre côté, ce qui est engagé aujourd'hui, c'est évidemment, au regard de la pollution que ça engendre d'envoyer une matière à l'autre bout du monde et de la réimporter. C'est des conditions de travail extrêmement compliquées. C'est des gens qui peuvent travailler plus de 10 heures par jour sans pause. Donc, est-ce qu'on est d'accord avec ça ? Revenir à une échelle locale fait vraiment sens quand on est dans des enjeux pareils. Après, c'est extrêmement compliqué de rentrer en compétition avec des systèmes économiques puisque c'est aussi des salaires qui n'ont rien à voir avec les minimums qu'on a ici. Et effectivement, à partir du moment où il y a une décision de se dire que on réimplante en France aussi toute la partie en fait de métamorphose de cette fibre. Et c'est valable, en fait, j'imagine, pour plein de matériaux, mais forcément, il y a un coût qui va être... mais qu'est-ce qu'on a envie pour demain, en fait ? C'est aussi ça la question, quoi. Complètement. Et je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi dans le fait de revenir à l'échelle locale, c'est qu'effectivement, toute cette étape de transformation va se conjuguer avec la matière dans un périmètre qui est tellement restreint qu'on peut intervenir à tout moment. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important d'être proche vraiment de la matière, de la redécouvrir. Dans le cadre du lin, par exemple, c'est vraiment cette transformation ailleurs qui participe à une standardisation aussi de la matière. C'est que on va pas nécessairement changer ou intervenir dans un processus qui est à l'autre bout du monde. Alors que là, on peut vraiment se dire à chaque moment, c'est un potentiel de découverte, un potentiel de valorisation de la matière autrement, quoi. Oui, parce que en fait, du coup, vous, en tant que designer, vous êtes là, et il y a ce champ des possibles de la créativité qui s'est agrandi parce que du coup, vous êtes présent et vous voyez aussi les choses. Et puis, vous êtes peut-être aussi vachement plus dans le faire, parce que tu dois faire à côté de tous ces gens. Oui, je suis vraiment dans le faire, et c'est vraiment ça mon point de départ. C'est que la matière, elle est vraiment au centre en premier, et c'est une approche vraiment empirique, intuitive. Je n'ai absolument pas d'idée en tête de ce que l'objet sera à la fin. Donc il y a aussi ce rapport au faire qui est vraiment dans l'essence même de ma pratique. C'est une approche vraiment sensible, de tactilité, de couleur, de jeu avec cette matière. Et du coup, c'est un rapport de discussion avec la matière. Elle ne me sert pas à faire un objet, elle me parle, je lui parle. C'est vraiment un échange où tout d'un coup, elle va me surprendre. Il y a quelque chose qui va devenir intéressant. Enfin, par exemple, l'état cheveux du lin, ne serait-ce que ça, on a envie de jouer avec, on a envie de voir quand on le peigne, quand on le tord, quand on le plie, quand on le feutre. Enfin, voilà.
Il y a vraiment un rapport intuitif avec la la matière. matière. Et est-ce que aussi tu dirais que ce rapport il est accentué par les discussions que tu as eues avec les gens qui aujourd'hui, que tu disais un agriculteur, est-ce que ça aussi ça t'a montré un champ des possibles, que tu as regardé aussi peut-être visiter des usines ou je sais pas pour voir comment aujourd'hui c'était utilisé et puis du coup comment toi après tu allais pouvoir intégrer telle ou telle façon de faire dans un processus peut-être plus expérimental, tu vois. Oui, c'est vraiment important d'aller se rendre sur place avec les gens qui transforment la matière, parce qu'effectivement, c'est tout d'un coup une machine qui va pouvoir inspirer un procédé ou un résultat où on a envie de détourner tout d'un coup. Si on peut faire une couture, par exemple, longiligne tous les centimètres, qu'est-ce que c'est? Quand on voit ça, on se dit mais qu'est-ce que ça fait si je la double? Qu'est-ce que ça fait si je change de couleur? Si j'espace les points? Donc en fait, c'est un formidable terrain de jeu. L'industrie, l'industrie ou l'artisanat d'ailleurs est sans échelle vraiment de valeur où il y en aurait un de plus important ou plus noble que l'autre. Je pense que les deux sont des terrains de jeu incroyables et très très inspirants et dans lesquels il y a un potentiel d'expérimentation dingue. On pense peut-être l'industrie comme quelque chose qui nécessairement transforme une matière vers un produit fini et pourtant, oui, il y a une ouverture dingue et c'est intimidant, voilà, peut-être. Du fait de l'échelle aussi, de ces endroits, des machines, des configurations. Mais... Intimidant pour les designers, tu veux dire Oui, pour les designers ou pour même un industriel à travailler avec un designer. Parfois, ça arrive qu'il y ait une forme de... Oui, c'est tellement établi, en fait, dans aussi un marché, etc. Enfin, la place pour l'expérimentation dans l'industrie, cette conjugaison-là, elle est parfois un petit peu compliquée. Mais, in fine, on y gagne l'un et l'autre. C'est de considérer l'industrie pas seulement comme un outil de transformation, mais comme un outil de recherche, en fait, aussi. Et de se dire qu'il y a possibilité pour des explorations. Mais de la même façon, avec un artisan aussi, il y a des savoir-faire extrêmement ancestraux. Et de fait, c'est intimidant de vouloir changer quelque chose dans ce procédé-là. Et pour moi, ce que j'aime avant tout, c'est le rapport humain. C'est vraiment ça qui déclenche une envie, une aventure. Il y a vraiment ce côté exploration au pluriel, quoi. Et c'est vraiment... Ça, j'adore. Du coup, là, les artisans que tu as rencontrés, comment ils reçoivent, en fait, toi, ta façon de travailler, la façon que... Parce que tu bouscules un petit peu leur... Bah oui, ils font comme ça, ils ont toujours fait comme ça, et voilà. Et toi, tu arrives et tu leur dis, montre-moi comment tu fais, et en fait, et pourquoi tu ferais pas comme ça, et pourquoi tu n'utiliserais pas ça, et voilà. Et comment c'est reçu, ça? Ça dépend vraiment des personnes, mais en fait, je choisis aussi ces explorations-là vis-à-vis de l'artisan avec qui je vais travailler. Et du coup, à chaque fois, c'est beaucoup d'amusement, beaucoup de joie. On découvre ensemble, on teste. C'est des très, très belles rencontres et c'est insatiable. Enfin, c'est vraiment infini. Et ouais, moi, c'est les moments que j'adore. Ils reçoivent ça très bien, ils sont complètement en participation. C'est pas non plus moi qui décide, c'est vraiment un dialogue entre moi, la personne et la matière. Et c'est cette combinaison-là qui est très, très riche, ouais. Donc du coup, tu vois, par rapport à ça, on reviendra après en détail à tout ce que tu fais. Aujourd'hui, qu'est-ce que, pour toi, tu vois, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit penser autrement, différemment maintenant, tu vois, à plus grande échelle, en fait, aussi? Je pense que c'est vraiment la partie contextuelle, en fait, du design qui a peut-être un peu, pas nécessairement disparu, mais du fait de l'agrandissement des systèmes de production, de la mondialisation, il y a un détachement un peu des choses primaires qui nous entourent dans notre environnement direct. Et je crois que c'est vraiment cette approche contextuelle qui est importante au-deçà de la matière même, de l'aspect fonctionnel d'un objet. C'est son environnement, son histoire, ses perspectives, ses systèmes de production, sa finalité. Enfin, c'est vraiment... Oui, ce rapport au contexte, je pense qu'il est important de reconsidérer et
et de l'inclure dans la pensée même de l'objet. En fait, là, ce que tu dis aussi, c'est que le designer, dans le choix des matériaux, il a une énorme responsabilité, finalement. Dans le sens où, du coup, toi, avec cette approche contextuelle, ça t'amène à privilégier plutôt des ressources non synthétiques, abondantes plutôt que rares, localement disponibles plutôt que les faire venir de l'autre bout de la planète parce que c'est un marbre de je sais pas quoi. Et puis aussi, peut-être davantage recyclable versus quelque chose qui se recycle pas, etc. En fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression que ma pratique du design, c'est pas tant de prendre une matière pour la modifier, mais c'est de prendre une matière pour la redécouvrir. C'est un petit peu un travail de rembobinage, en fait. Il y a quelque chose de revenir à l'essentiel, à un état absolument primaire et brut de cette matière. Et je pense que du coup, dans la même dynamique, il y a un vœu de redécouvrir, c'est pas vraiment du détournement, c'est vraiment revenir à une forme essentielle et première de cette matière, et du coup travailler avec des choses qu'on a presque trop vues. Quand on parle du lin ou du linoléum, c'est effectivement des matières qui sont tellement connotées, tellement disparues d'un intérêt, parce qu'on a en tête leur forme standardisée. Mais si on en revient, si on rembobine un petit peu le fil et qu'on en revient à qu'est-ce que c'est à la base, alors là, c'est un monde qui s'ouvre. C'est vraiment, ça redevient un terrain de jeu. Donc c'est un petit peu transformer pour revenir à quelque chose presque. Et alors là, c'est hyper intéressant parce que ce que tu dis dans le lino, c'est en fait le lino, on voit tout ce que c'est. Puis en plus, ce qui est très drôle, c'est que pour moi, du coup, on en a discuté avant l'interview, donc je le sais, mais en fait, pour moi, le lino, c'était un truc, dans mon imaginaire, tu vois, là, comme ça, je me disais, mais c'est hyper synthétique. Tu vois, je me serais pas dit, tu vois, on a l'impression qu'ils ajoutent plein de trucs, etc. Et en fait, tu me dis, mais non, en fait, la recette originelle du lino, donc c'est ce revêtement qu'on met sur le sol. En fait, il y a du lin, de l'huile de lin, voilà, c'est en fait hyper naturel et il n'y a pas, potentiellement, du coup, tout est fait en France, etc., quoi. Alors, oui, c'est assez incroyable parce qu'on a tous en tête ce côté sol d'hôpital, hyper fonctionnel, hyper plan comme ça, avec des couleurs pas toujours heureuses. Mais en fait, le lino, alors, le marmoléum, c'est le nom exact, c'est absolument naturel. C'est en fait une pâte qui est constituée de résine de pin, d'huile de lin, de poudre de bois. Tout ça est remalaxé en granules qui vont passer dans des calandres chaudes et être mis sur la toile de jute. Et ensuite dans des chambres de séchage. Donc c'est vraiment absolument naturel. Et quand on en revient à cette base-là, la matière en plus devient extrêmement sensuelle. Le lino, c'est un côté velours, c'est un côté peau de pêche chaud. C'est la couleur, elle est incarnée dans la matière. On n'est pas sur un revêtement de surface, donc c'est vraiment très sensuel, très très chaud comme matière. Et effectivement, sans commune mesure avec l'idée du lino. Et alors aujourd'hui, ça peut devenir quoi, par exemple, parce que donc, ça peut redevenir, toujours du revêtement de sol, mais toi, tu veux aller plus loin et tu vas plus loin d'ailleurs. Alors moi, je le travaille en volume. Du coup, là, j'explore justement cette sensualité au sens où j'avais envie d'un objet qui soit pas un objet sur lequel on marche ou qu'on ne touche pas, mais d'être vraiment entouré presque par le lino. Donc là, je travaille sur une assise, sur un fauteuil en lino. Le lino, c'est une matière souple, mais quand même, c'est un gros cuir, quoi. C'est pas non plus comme un textile. Il n'y a pas de fluidité. Du coup, il y a un poids, c'est lourd, et en même temps, ça peut flotter. C'est une matière complètement unique. Moi, j'ai jamais. C'est vraiment très très spécial, très singulier. Et alors. Toi, là aussi, donc on parle beaucoup du lin depuis tout à l'heure. D'où vient aussi pour toi cet intérêt pour comment tu as rencontré le lin en fait? Déjà, je pense que
C'est pas pour donner une vision lyrique de mon enfance, mais j'ai pas eu beaucoup de jouets finalement. J'ai eu la chance de grandir en Normandie, donc du coup on jouait beaucoup avec des bouts de bois, faire des recettes avec de la terre et transformer cette matière, mais c'était vraiment de l'ordre du jeu et de l'aventure et je pense que ces rapports-là de discussion du coup avec la matière, comment un bout de bois il va me servir à faire une excellente cuillère pour ma tambouille de sorcière, quoi. Comment, voilà, c'est pas du tout intimidant, ça, voilà, on transforme, on fait des cabanes. La Normandie étant vraiment la terre du lin, c'est une rencontre que j'ai faite avec cette matière il y a peut-être 7 ans maintenant, 8 ans. Et elle était vraiment au bord du champ. Il restait des fibres de lin au bord du champ. Et lors d'une balade, j'en prends un peu, je commence à tourner. Et là, le début d'une très grande histoire d'amour, où vraiment, en tournant cette matière, on s'aperçoit qu'en fait, ça fait... Ouais, un peu comme des cheveux, qu'il y a différentes couleurs, que si on la peigne, en fait, il reste une sorte de moumoute de lin. Donc voilà, ça a vraiment été très simplement en ramassant. Mais à cette époque-là, tu étais étudiante, parce que je crois que tu as fait une partie de tes études en France et à l'étranger. Oui, j'ai commencé par un diplôme en design textile à l'école du Perret, à Paris, donc. Ensuite, j'ai fait plusieurs stages et je suis partie à Eindhoven, donc à la Design Academy. Et dans ce passage-là, je suis aussi partie un petit peu à Londres chez Fay to Good et j'ai fait un échange à l'ECAL en Suisse où c'était vraiment du design industriel pour le coup. Et qu'est-ce que ça t'a apporté en fait qu'est-ce qui est différent à Eindhoven, tout ça, par rapport à ce qu'on trouve en France ou enfin je sais pas. Je pense que le côté vraiment unique de la Design Academy, déjà, elle ne scinde pas les matières par discipline, c'est-à-dire que ça va pas être design graphique, une autre design textile, ou voilà, c'est une exploration autour de l'homme. Donc il n'y a pas vraiment de matière, en fait, si on veut, on peut absolument tout faire. Et un rapport à la joie, en fait. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui manque, c'est que bon, il faut s'amuser, il faut, faut que ça soit nourri d'enthousiasme, de joie, c'est dans cette dynamique-là. Surtout qu'en plus, il y a plein de métamorphoses, de moments où en fait vous pouvez vous émerveiller de plein de trucs, quoi. Ouais. Le point de départ à chaque fois, pour moi, dans ma pratique, est vraiment intuitif. Je vais pas faire de la 3D ou je vais pas me poser la question d'une technique. C'est vraiment un jeu. Et à partir de là, quelles sont les techniques qui peuvent être intéressantes? Et lors de la découverte de ces techniques, ça redevient en fait toute une histoire qui va changer parce que telle technique peut elle-même être détournée. Ouais, enfin voilà. C'est ça qui est génial. Mais après, donc, tu termines tes études, etc. T'es revenue en France après? Oui, je suis revenue en Normandie et là, je travaille dans une ancienne papeterie dans un village de 1500 habitants avec une boulangerie et un PMU et des champs de lin. Alors, j'aimerais qu'on revienne à tes collections en lin et notamment donc une collection que tu as fait qui s'appelle Les Coucheurs. J'aimerais que tu décrives en fait la banquette dont je parlais dans l'introduction parce que on a vraiment l'impression que c'est de la laine en fait. Ça fait un peu comme un truc de mouton alors que du coup c'est une fibre végétale. Oui, c'est vraiment le jeu. En fait, le lin est peigné. Issu du peignage, il y a ce qu'on appelle l'étoupe de lin. Donc, c'est un mot que j'aime beaucoup. Et ça va être toutes les fibres courtes qui vont faire une forme de laine végétale. Et donc, à la base, je me suis dit, mais ça serait super intéressant en rembourrage. Parce que je savais que cette tapissière, elle importait en fait d'Afrique, je crois, une sorte de matière très rebondissante, très ressort. Mais synthétique. Et du coup, je me suis dit, elle est juste à côté des champs, enfin des usines en l'occurrence de teillage. Pourquoi ne pas aller la voir avec cette matière et essayer quelque chose? Et donc, très partante, on a essayé ensemble. Donc, j'étais dans son atelier aussi. Donc, j'ai appris la tapisserie. Enfin, ça, c'est assez génial.
Et du coup, je suis allée la voir, on a essayé ça et en fait, ça a très bien marché. Donc, c'est des techniques après avec des ressorts, des cordes, enfin, c'est assez traditionnel. Et donc, à la base, j'avais pour vœu de l'utiliser en garnissage et puis de recouvrir d'un feutre de lin. Et finalement, en travaillant cette matière, j'ai adoré l'expressivité de cette matière. Je me suis dit, mais oui, on dirait vraiment la laine. Il y a un côté très animal et très tactile, enfin. Ouais, on a envie de toucher. J'adore, mais complètement. Et c'est toujours le réflexe de toucher. Et c'est comment d'ailleurs au toucher? C'est très, très doux. Ok. Parce que tu vois, le lin, ça a quand même un peu cette image un truc un peu quand même un peu rêche, enfin peut-être. Oui. Et en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est une matière qui est vraiment, standardisée. On pense que c'est très sec, c'est très mat, alors que c'est une fibre qui, à la base, est brillante, par exemple. Elle reflète, c'est toute la torsion qui va lui donner une matité, mais de base, elle est brillante. Alors ça, c'est génial. On pourrait croire que c'est de la laine, on pourrait croire que c'est de la soie. Enfin, il y a plein de qualités qui sont pas explorées. Ou du cuir, quand tu nous parlais tout à l'heure. Ouais. Et donc voilà, cette étoupe, pour finir, je l'ai utilisée du coup à l'extérieur. On a développé une nouvelle technique pour arriver à maintenir la fibre à l'extérieur. Donc en fait, c'est pas recouvert, c'est tu t'as laissé, enfin t'étais partie du coup de faire un rembourrage pour cette tapissière en lui disant en fait tu vas remplacer un truc synthétique par un truc naturel qui est à côté de chez toi, et en fait tu te rends compte que c'est une matière qui est géniale et tu vas en faire une banquette et t'en as même fait un petit tabouret, enfin t'as décliné en fait, c'est hyper beau. Ouais. On mettra des photos. Et alors après, il y a un truc, un autre matériau un petit peu qu'on peut aborder rapidement, parce que franchement, il m'a assez surprise, parce que je me suis dit, mais on utilise encore ça aujourd'hui. C'est le parchemin. Oui, j'utilise du parchemin. Alors en fait, ce n'est pas du papier, c'est pas du papyrus, c'est de la peau animale à la base. Donc c'est vraiment, c'est très différent du cuir parce que c'est pas du tout les mêmes étapes. En fait, le cuir, il y a pas mal de tannages aussi qui sont assez polluants, etc. Là, on est dans des bains de chaux, donc c'est vraiment naturel. Et chaque peau, donc c'est des peaux qui sont des chutes des abattoirs. On n'élève absolument pas des animaux pour faire du parchemin. Et c'est des productions extrêmement restreintes. C'est des toutes petites productions. Il n'y en a plus que 2 en France qui font ça. D'accord. Et il y en a plus que 10 dans le monde, je crois. Enfin, c'est vraiment, c'est une matière qui a disparu. Et donc, on part du bain de chaux. Ensuite, les peaux sont tendues sur des cadres avec des cordes. Donc, c'est une technique qui n'a pas changé depuis le Moyen-Âge. Et chaque peau est grattée pour enlever les chairs. Et en fait, la tension de cette peau va la rigidifier, va casser la structure de l'épiderme et donc va en faire une matière plus proche du papier que du cuir. En tout cas, qui a une forme de stabilité. D'accord. Et c'est une matière qui a été vraiment au fondement de nos civilisations, au sens où ça a été un support d'écriture pendant très très longtemps, et qu'aujourd'hui on a des archives de cartes, de savoirs, etc., qui ont perduré dans le temps parce qu'elles étaient écrites sur du parchemin. Et c'est une matière qui dure des millénaires. Donc c'est clé en fait dans nos civilisations. Et avec l'apparition du papier, ça a en fait complètement disparu depuis le 18e. C'est passé un petit peu des pages d'un livre à la couverture, puis uniquement à la reliure. Et aujourd'hui, on s'en sert toujours comme support d'écriture, mais vraiment dans un vœu de patrimoine, de restauration. Ça va être pour des écrits officiels dont on sait qu'ils doivent durer des générations. Mais c'est pas détourné, c'est pas pensé comme une matière pour de l'objet. Par exemple, il y a eu un petit peu en fait avec la période Art déco, il y a eu un petit peu d'utilisation du parchemin, Jean-Michel Franck par exemple, mais c'est une matière qui a disparu des arts appliqués et qui pourtant est vraiment fascinante. Et toi, comment tu as envie de la travailler, ou tu la travailles, enfin, qu'est-ce que tu en as fait du coup? Ça a aussi été une discussion avec le parchemin. Donc c'est une matière, c'est assez drôle parce qu'en fait on la trempe dans de l'eau et elle devient fluide, elle devient souple et ensuite elle sèche et elle se tend. C'est vraiment un jeu sur
comment cette tension va créer une déformation, comment elle va épouser une forme sur un drapé. Enfin, du coup, ça donne lieu à... On peut mouler du parchemin quasiment. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. C'est une matière qui est indéchirable. Donc, comment... Là, je travaille aussi sur des formes pour tester sa résistance, jusqu'à quel poids elle peut soutenir, etc. Et du coup, quelle typologie d'objet elle pourrait couvrir. C'est super intéressant comme matière. Du coup, l'idée aussi du projet, c'est de dire, en fait, c'est pas un support d'écriture, c'est une page en elle-même. C'est une peau qu'on peut lire, c'est une vie temporaire qui est fixée pour toujours. Et je trouve qu'il y a une poésie là-dedans incroyable. Alors oui, effectivement, il y a une poésie, mais après, tu vois, il y a aussi tout un truc par rapport à... Je pense changer le regard des consommateurs, tu vois, des gens par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'on n'a tellement pas l'habitude de se dire qu'en fait on va avoir un truc en... Enfin, oui, il y a du cuir qu'on utilise tout le temps, mais je pense que là, on voit plus en fait ce côté peau, peut-être que dans le cuir. En fait, c'est le côté unique de chaque peau. On n'a pas... Là, on est assis sur des chaises où finalement le cuir... Chaque assise se ressemble et là, il y a une disparition du rapport identitaire de l'animal. Alors que là, chaque peau est vraiment unique et elle réagit différemment aussi. Elle sèche différemment parce qu'il y a eu des endroits de graisse. Enfin, voilà, c'est vraiment... Et moi, je pense que... L'industrie du cuir, elle peut être complètement dévastatrice par rapport au tannage. Enfin, ça n'a pas sens pour moi d'élever des animaux pour faire du cuir, mais de fait, par contre, c'est un déchet et c'est un déchet qui peut être valorisé. Et quand on pense à l'échelle de production du parchemin, c'est un tel respect de la peau. Chaque peau est travaillée à la main pendant des mois. Pour moi, c'est un rapport vraiment très noble avec l'animal et un profond respect. C'est pas un luminaire, du coup, que tu as fait? Si, c'est une lampe. J'ai une lampe et là, je travaille sur la suite de la collection qui sera exposée lors de Collectible en mai prochain. Bah, trop bien. Alors, on l'abordait là, juste maintenant quand tu parlais de déchets. Aujourd'hui, on se demande aussi que, voilà, quand on met au monde un objet, on a envie que, en tout cas en tant que consommateur, tu vois, de savoir un petit peu aussi qu'est-ce qu'on va faire de cet objet après, comment on va pouvoir peut-être le réutiliser, le réemployer, le réparer ou le recycler. Et donc cette question de la fin de vie, comment est-ce que toi tu l'envisages en fait que dans ton travail en fait, dans le process et tout ça, c'est... Alors, je pense déjà de fait que c'est vrai que la question du recyclage, elle se pose depuis, pas depuis peu, mais voilà, il y avait une endurance des objets qui dépassait notre vie propre et qui se passait de génération en génération. Mais effectivement, l'objet, à la fin, il doit aller quelque part. Et de là, je pense qu'il y a effectivement peut-être un manque d'acteurs au niveau du recyclage, au sens où pour qu'un objet soit recyclé, il faut nécessairement que les matières soient redispatchées, pour qu'elles redeviennent en fait des matières premières. Sont séparées, quoi. Ouais. Voilà, exactement. Il faut séparer les matières. Donc, pour qu'elles redeviennent matière, en fait. Complètement, pour qu'elles puissent être réutilisées et re-rentrer dans un nouveau cycle de production. Et c'est là où, effectivement, je crois qu'il n'y a pas vraiment de filière où on va séparer les matières, soit l'ensemble est broyé. Après, par exemple, un tapis en lin, il est 100%, mais alors 101% lin. Donc, quand il y a des objets qui sont monomatières, l'enjeu principal, c'est de retrouver les matières séparées. Mais là, quand tu parles du lin, par exemple, est-ce que le lin, on pourrait le composter, par exemple? Oui, après, c'est une fibre qui se dégrade pas facilement. Okay. Et c'est pour ça que c'était utilisé dans la momification, par exemple. Ah oui, d'accord. Donc, c'était... On va attendre longtemps peut-être, je composte, je sais pas. Mais... Après, c'est une matière naturelle, donc elle se décompose, mais en fait, elle est très endurante, elle résiste aux champignons. Enfin, il y a des qualités vraiment fabuleuses, en fait, du lin. Mais après, on pourrait tout à fait imaginer que ça soit
remis en feutre. Ouais, voilà, c'est ça, de repartir sur une forme courte de la fibre et du coup qu'elle repasse en feutre, un peu dans le principe par exemple des couvertures de déménagement ou voilà, c'est une matière qui peut redevenir petite et l'échelle du petit permet de faire du grand en fait. Ouais, donc il y a plein de choses à faire en fait. Il faut aussi qu'il y ait des acteurs peut-être qui se créent, enfin voilà, des gens qui arrivent avec des nouvelles idées pour qu'on puisse en fait revaloriser plein de choses quoi. Alors tu sais que ce podcast s'appelle Où est le beau et que j'ai une petite tradition, c'est que je demande à tous mes invités de nous dire un peu ce que le beau représente pour eux. Donc Pauline, est-ce que tu peux nous donner ta définition du beau ? Alors pour moi le beau, je crois que c'est vraiment de façon générale vraiment un point de rencontre assez parfait entre quelque chose de familier et quelque chose d'étrange. En tout cas, pour moi, dans le beau, il y a toujours une étrangeté. C'est toujours une surprise, une espèce de sursaut dans l'évidence où on se dit enfin, ça saisit, c'est une subjugation, c'est vraiment, il y a ce rapport à une étrangeté et à la fois quelque chose de familier, de doux. C'est pas une étrangeté qui inspire de la méfiance, c'est vraiment une confiance. Donc ce serait vraiment, oui, c'est ce point de rencontre entre quelque chose qui est assez doux pour être complaisant et en même temps assez étrange pour être saisi d'un coup. Voilà. Et alors aujourd'hui, pour toi, qu'est-ce que ça voudrait dire faire de beaux objets ? Un objet complet et beau, du coup, en ce sens, c'est un objet qui parle au sens, qui assume sa matérialité et qui joue avec et qui, voilà, c'est quelque chose de sensuel, un objet. Et en même temps, un objet qui a une histoire et un contexte qui est réfléchi, qui résonne avec son environnement et qui, voilà, je pense que ce serait ça un bel objet, un objet qui est profondément sensible et un objet qui s'insère dans le monde aussi, qui a une existence propre en dehors de sa physicalité et qui, du coup, comment on pense à ça, à son contexte, à son environnement, et voilà. Qui ait du sens, quoi. Le truc le plus cool dans ton métier, tu nous diras, tu vois, le moment que t'aimes vraiment... Le dialogue. C'est toujours une question de dialogue avec la matière, les personnes avec qui je travaille. Et je travaille jamais seule. Enfin, je suis seule finalement designer à mon nom, mais je travaille jamais seule. Et pour moi, c'est là que c'est génial, qu'il se passe tout. Tout se passe dans la relation à l'autre ou à la matière, pas en soi-même. C'est toujours une ouverture. Est-ce qu'il y a un endroit, tu vois, que tu aimes bien en ce moment, une adresse que tu aimerais me partager ? Il y a un musée que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, le musée des Arts et Métiers. J'y étais jamais allée. C'est un peu planqué finalement comme musée, mais c'est génial. Pour le coup, c'est le côté très magique de toutes ces inventions complètement incroyables. Alors c'est pas du tout intuitif pour le coup. Enfin, c'est marrant parce que ça résonne pas forcément avec ce que je fais, mais j'ai une profonde fascination et vraiment, oui, ce rapport magique à la machine, à l'invention, à des gens qui vont être à la fois dans l'échelle des étoiles et à la fois dans la petite graine de telle plante. Enfin, il y a un truc vraiment du savant fou que j'adore. Ok. Des gens qui t'inspirent, je sais pas, des designers, des artistes ? En fait, j'ai eu la chance, par exemple, de travailler pour Fade to Good, que j'aime beaucoup, qui est du coup un studio anglais, vraiment pluridisciplinaire. Il y a aussi quelqu'un dont j'aime vraiment beaucoup la pratique, qui s'appelle Ricard Poe, qui est néerlandais mais qui travaille à Bruxelles et qui récupère des rebuts, pour le coup, de meubles, qui les désassemble et qui en refait des objets, mais c'est d'une sensibilité. J'ai eu la chance de visiter son atelier et d'être, pour le coup, vraiment, oui, en état de grâce complète. C'est très, très beau comme pratique. Après, il y a des gens dont j'aime le travail aussi en architecture d'intérieur. Je pense à Festen, par exemple. Et dernière question, à qui aimerais-tu passer le relais dans ce podcast ? Alors, j'aimerais passer le relais à Martin Zekeli. C'est un designer français et qui pense l'objet. C'est vraiment l'objet comme
un lieu de recherche. Il a une approche aussi conceptuelle de l'objet et vraiment sur la pesanteur, la fragilité, l'équilibre, le système, la finition. Enfin, je suis très curieuse de tout ce qu'il aurait à dire de sa parole. Et voilà, je pense que ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un qui a une approche comme ça aussi un peu théorique de l'objet. Merci beaucoup, Pauline. Merci beaucoup. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Je remercie Plendy pour sa complicité. Et n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter sur mon site. Je vous ai mis le lien dans les notes. C'est www.ouestlebeau.com. Si vous pensez que cet épisode peut plaire à quelqu'un de votre entourage, il vous suffit de cliquer sur partager. C'est une fonctionnalité qui se cache dans l'icône avec les 3 petits points sur votre application d'écoute. Et s'il vous reste 30 petites secondes là tout de suite maintenant, ce serait top que vous notiez 5 étoiles le podcast ou que vous laissiez un petit commentaire. Ça permet aux algorithmes et aux curateurs des plateformes comme Apple Podcast de mieux référencer Où est le beau. Et comme d'habitude, on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous embrasse et à la semaine prochaine.